Bonjour, nous poursuivons notre formation ISTQB, testeur certifié niveau fondation, avec la partie 2 qu'on avait abordée qui est tester pendant le cycle de vie du développement logiciel. Et dans cette section, nous allons voir les niveaux des tests. Il s'agit pour vous en tant que candidat de pouvoir comparer les différents niveaux des tests. Mais qu'est-ce qu'un niveau de test? Eh bien, un niveau de test, ce sont des groupes d'activités de test qui sont organisés et gérés ensemble. En fait, un niveau de test, c'est une instance. D'accord? C'est une instance du processus de test qu'on avait déjà vu précédemment dans le chapitre 1. Donc, on a vu qu'un processus de test avait la partie planification, avait une partie analyse, avait une partie conception, avait une partie implémentation, avait une partie exécution et avait une partie clôture. Donc, en fait, ici, un niveau de test va inclure donc toutes ces activités que nous avons dans un processus de test. Ça veut dire quoi? Vous avez un processus de test que j'ai décrit là et ce processus de test va donner un niveau de test et dans ce niveau de test, vous avez différentes activités de test. OK, poursuivons. Maintenant, dans l'ISTQB, on distingue 4 niveaux de tests. Nous avons les tests de composants, qu'on appelle aussi des tests unitaires. On a ensuite des tests d'intégration. Ensuite, on a le test système et on a le test d'acceptation. Eh bien, les tests de composants, en fait, lorsque vous développez une application, vous avez beaucoup de code. Vous avez des centaines de milliers de lignes de code, voire des millions de lignes de code. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir toutes ces lignes dans un seul fichier. Donc, ce qui veut que les développeurs vont organiser le code en composants, c'est-à-dire qu'ils vont créer des composants, d'accord, qui vont avoir une partie de fonctionnalités, soit des fonctionnalités qui vont être nécessaires pour d'autres fonctionnalités, ou bien des fonctionnalités totalement qui vont être utilisées au niveau de l'interface utilisateur par les utilisateurs finaux. Donc, ces codes organisés dans des modules, généralement qui sont même mis dans des fichiers séparés, d'accord, on va appeler ça des modules. Donc, ces modules vont avoir d'autres entités de base comme dans les langages orientés objets, on va voir par exemple des fonctions, des classes, etc. ou des groupes de classes. Donc, tester les composants, il s'agit de tester que ces modules-là, à leur niveau, fonctionnent comme ils ont été spécifiés, c'est-à-dire comme prévu à la base. Donc, c'est ce qu'on appelait les tests de composants. Maintenant, vous imaginez que toutes ces composantes, à un moment donné, il faut bien qu'elles fonctionnent ensemble. Donc, c'est-à-dire, maintenant, on va faire ce qu'on appelle de l'intégration. Donc, il y a certaines composantes qui vont être intégrées ensemble parce qu'elles vont faire un sous-système un peu plus complexe du logiciel global. On n'est pas encore au niveau du logiciel global. Donc, ils vont être intégrés. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire que lorsqu'on intègre, il faut que les parties qu'on intègre puissent bien correspondre, puissent bien rentrer ensemble. Ben, au niveau logiciel, ça veut dire qu'ils vont devoir avoir des interfaces pour communiquer, s'envoyer des informations. Donc, il faut que l'autre interface, donc qui va s'interfacer avec l'autre qui a été développé, l'autre module, puisse communiquer d'une manière attendue par l'autre. Il faut que le type d'information puisse être celui attendu par l'autre. La forme de l'information et la forme de communication, parfois même le flux de communication doit être celui attendu par l'autre. Donc, c'est valable qu'au niveau des intégrations, on s'intéresse beaucoup aux interfaces et aux interactions entre les composantes. Maintenant, on a le terme système. Le système, c'est quoi? Ben, on a intégré tous les modules du logiciel avec les interfaces, tout ce qu'on peut imaginer. Et bien maintenant, on a un système qui pourrait fonctionner, d'accord, globalement, d'une certaine manière. Il peut ne pas être complet, mais déjà il est assez global. Des entités peuvent fonctionner complètement ensemble parce qu'il va permettre de faire, par exemple, des tâches qu'un utilisateur final ferait. Peut-être un workflow, peut-être un cas d'utilisation. Et là, maintenant, on va faire ce qu'on appelle des tests systèmes. À ce niveau, on ne regarde plus les composantes, on ne regarde plus les intégrations, mais on regarde maintenant globalement est-ce que le système fonctionne comme il faut. Et maintenant, aussi, enfin, on a les tests d'acceptation qui sont généralement le dernier niveau. D'accord? Maintenant, au niveau des tests d'acceptation, ce qu'on va regarder maintenant,
c'est pas seulement que tout fonctionne globalement comme il faut, mais est-ce que ça fonctionne, c'est vrai, globalement, mais est-ce que c'est aussi tel que les utilisateurs finaux l'attendent? Est-ce que les utilisateurs finaux vont se dire, OK, voici le logiciel qui nous est livré, je l'embrasse, je le prends, je l'amène dans mon quotidien, je vais l'utiliser. Et c'est ça les textes d'acceptation. Maintenant, à chaque niveau de test ici, qu'on va voir un peu plus en détail, chaque niveau dans la suite, eh bien, a des attributs, c'est-à-dire au niveau de chaque niveau de test ici, chaque niveau de test a des objectifs spécifiques. D'accord? Va avoir une base de test à partir de laquelle, en fait, on va pouvoir dériver des cas de test. OK? Va avoir un objet de test. Qu'est-ce qu'on teste en réalité? On a vu que pour les tests de composants, c'était les modules. Pour les tests d'intégration, c'était plus les interfaces. Pour les tests système, c'est le système intégré globalement. Et les tests d'acceptation, c'était plus ou moins le produit final. Vous voyez? Donc, l'objet de test, c'est ce qu'on va tester. Donc, et il y a plusieurs. Et ensuite, il y a aussi les défauts et défaillances types. Lorsqu'on teste à différents niveaux, à quel genre d'erreur est-ce qu'on doit s'attendre? Comme je vous disais, dans le cas des tests d'intégration, on peut par exemple s'attendre à ce que les systèmes ne communiquent pas bien entre eux. Vous voyez? Donc, il y a un type de défauts et de défaillances auxquels on peut déjà s'attendre, qu'on va vérifier. Donc, ça va nous aider à être optimaux, efficaces dans ce qu'on fait. Eh bien, il y a aussi des approches et des responsabilités spécifiques. On va le voir. Il y a aussi un environnement de test approprié. Si je fais des tests de composants, je suis dans l'environnement du développeur. Mais si je fais des tests d'acceptation, ben, je suis dans un environnement au moins simulé de l'utilisateur final. Sinon, c'est l'utilisateur final lui-même dans le cas de test bêta, comme on verra plus tard. Donc, voilà. Maintenant, nous allons voir maintenant les niveaux de test au niveau test de composants. Voilà. Donc, on va regarder les différents éléments, les objectifs spécifiques, les bases de test, les objets de test, les défauts et défaillances types, les approches et responsabilités spécifiques et l'environnement de test. Et on va aussi faire la même chose pour les autres niveaux de test dans des vidéos suivantes. Bien, maintenant au niveau des composants. Quels sont les objectifs spécifiques? On veut réduire les risques. Le risque, c'est quoi? C'est la possibilité que quelque chose se passe mal dans certaines conditions. D'accord? Donc, un risque, voilà, moi, avoir une voiture n'est pas un risque, mais sous certaines conditions, sur la route, à une certaine vitesse, dans une certaine flux de circulation, eh ben, maintenant, le risque peut être élevé. Donc, c'est réduire le risque, c'est-à-dire, si on trouve des fautes, des bugs, qu'on les fait corriger, on va réduire les possibilités que ça se passe mal avec cette composante dans le logiciel global. D'accord? Au moment où cette composante pourrait être sollicitée. D'accord? C'est aussi vérifier le comportement fonctionnel, d'accord, et non fonctionnel au niveau unitaire. D'accord? Donc, ce qui s'avère, en fait, à partir de ce moment, est-ce que ma composante fonctionne parfois avec la vitesse et l'efficacité qu'il faut? D'accord? Avec la performance qu'il faut. Est-ce qu'elle fait ce qui était prévu qu'elle fasse? D'accord? Un des objectifs aussi, c'est de trouver et empêcher aux défauts de passer à des niveaux supérieurs. C'est-à-dire, si j'ai trouvé des défauts au niveau des composantes, eh bien, j'aurai moins de chances de le retrouver au niveau du système, au niveau de l'intégration, etc. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des objectifs importants. Donc, il s'avère aussi que lorsqu'on fait des tests de composants, généralement en tant que développeur, surtout dans les systèmes agiles, où on rajoute en fait un incrément des fonctionnalités du logiciel au fur et à mesure. Ben, ce qui se passe, c'est que à partir de ce niveau, il peut être nécessaire d'avoir ce qu'on appelle des tests automatisés, donc des tests de régression des tests de régression, c'est quoi? C'est un ensemble de tests qui va être exécuté automatiquement afin que on puisse se rassurer à chaque fois que lorsqu'on a rajouté du code, on n'a pas cassé du code qui était déjà existant. Donc, les régressions automatisées vont jouer un rôle clé, vous comprenez, dans l'établissement de la confiance, d'accord, et afin que les changements n'ont pas endommagé ce qui existe. Mais maintenant, on va tester au niveau des composants. Vous voyez, lorsqu'on teste au niveau des composants, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas les autres modules ne sont pas encore développés.
toutes les autres parties du système ne sont pas encore développées. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On va créer en fait des éléments fictifs. Vous voyez, par exemple, si ma composante s'attend à recevoir une information, imaginons, c'est un module bancaire et il s'attend à recevoir l'ordre de virement, par exemple, d'un certain module, un autre module du logiciel. Mais ce module du logiciel n'est pas encore implémenté, n'est pas encore disponible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un objet fictif, en fait, qui va faire quoi? Cet objet fictif va simuler, en fait, l'envoi de l'information, de l'ordre d'exécution dont j'ai besoin. C'est tout simplement ça. Mais si aussi ma composante doit envoyer des informations vers un autre système, eh bien, je peux aussi créer un système, d'accord, qui va, en fait, simuler le fait de recevoir l'information. Donc, il y a cette virtualisation des services, il y a ces harnais de test, il y a ces bouchons ou ces pilotes, voilà, comme on le dit, qui peuvent appeler des fonctions de mon module ou bien des bouchons qui vont recevoir en fait les résultats donc de mon module, voilà, pour servir d'éléments fictifs. Vous voyez? Maintenant, les bases de test, en fait, pour tester, il nous faut à un moment donné dériver des cas de test. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On doit pouvoir le décrire à un niveau, à un niveau haut, élevé, mais aussi à un niveau bas. C'est-à-dire, quelles sont les différentes étapes que je vais faire. Voilà pourquoi on a besoin, par exemple, de conceptions détaillées. On a besoin du code, on a besoin de modèles de données, on a besoin des spécifications des composants eux-mêmes. Lorsqu'on dit cette composante doit calculer, par exemple, le taux d'intérêt, etc., ben, ça doit être spécifié pour que, voilà, on puisse dériver des cas, donc, de test au niveau de la composante. OK? Maintenant, quels sont les objets de test qui sont testés? Ben, je vous ai déjà dit, c'est des composants, c'est des unités de code, c'est des modules. Ça peut aussi être des structures de données, d'accord? Donc, j'ai créé une classe qui implémente certaines fonctionnalités. Et ben, je peux tester cette classe-là. Je peux tester les fonctionnalités de cette classe. Je peux tester peut-être ce module qui gère la base de données. Vous voyez? Donc, c'est au niveau des composants, des modules et des unités. Maintenant, travailler à ce niveau, cela implique qu'il y a des défaillances et des défauts auxquels je peux m'attendre. Comme quoi, eh ben, je dois implémenter le calcul, par exemple, du taux d'intérêt à l'année, eh ben, je vais vérifier, je ne vais pas avoir une logique incorrecte. Je ne vais pas avoir une logique incorrecte implémentée dans ma composante. Je ne vais pas avoir une fonctionnalité qui est finalement incorrecte. Je ne vais pas avoir un problème de flux de données, de logique, etc. Peut-être là, il y a une condition que j'ai faite, que j'ai vérifié mal. C'était strictement supérieur à telle valeur et j'ai mis supérieur ou égal à cette valeur et quelqu'un a mis éventuellement une valeur à la limite. Donc, vous voyez, donc c'est des défauts, des défaillances auxquelles je peux m'attendre. Je peux avoir des variables non initialisées. Vous voyez, j'ai créé des variables, elles ne sont pas initialisées, on ne sait pas exactement quelle valeur elles ont, mais maintenant, généralement, les défauts et les défaillances trouvées au niveau des composants sont fixés directement par les développeurs. Ils ne créent pas forcément des tickets de bug, mais lorsqu'ils créent des tickets de bug, peut-être pour quelque chose de spécifique, ça peut être très intéressant parce que ça peut aussi servir de source d'information pour les autres, voilà. Et essayer de remonter finalement à des causes racines qui vont éliminer finalement aussi quoi, la possibilité que des bugs similaires, voilà, se passent à l'avenir. Donc, maintenant, à ce niveau, donc, il y a des responsabilités, d'accord? Donc, du développeur en termes de la qualité. Voilà pourquoi il y a des méthodes, par exemple, de développement euh, euh, géré, d'accord? Piloté par les tests, le test-driven development, où on encourage en fait les développeurs à écrire leurs tests avant d'écrire leur code. Donc, on peut même avoir des itérations dans un modèle de cycle de développement logiciel où on va finalement écrire quoi? On va écrire des cas de test. Et au fur et à mesure que la fonctionnalité est développée, jusqu'à ce qu'elle soit complète, on s'attend à ce que ces tests-là qui ont été implémentés, qui vont généralement être exécutés automatiquement, puissent être passer tous avec succès. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. Maintenant, l'environnement de développement où on va effectuer en fait des tests de composants. Finalement, ça va être un environnement qui est proche de celui du développeur parce qu'on n'a pas forcément tout le système. Okay? On n'a pas forcément tout le système, donc on a besoin des pilotes, on a besoin de l'accès au code, etc. pour pouvoir faire ce genre de test. Maintenant,
quand on est dans des méthodes agiles comme Scrum, par exemple, qui favorisent en fait avoir un produit fonctionnel le plus tôt possible. Et effectivement, on peut commencer à tester aussi très tôt, d'accord, certaines fonctionnalités de bout en bout, parce que c'est le but de ces méthodes, c'est que à la fin donc de chaque itération qui dure généralement de 2 à 4 semaines, on est en fait la démo d'un produit partiel, voilà, qui implémente une partie du carnet donc du produit. Donc voilà en ce qui concerne le niveau de test de composants qui est très important. Vous voyez, même au niveau des développeurs, le test-driven development leur permet déjà de tester tôt aussi. Donc, ce sont des méthodologies à, à, à encourager, d'accord, à encourager dans votre projet logiciel. Maintenant, si vous avez besoin de formation, de formateurs ou de matériel de formation en test logiciel ou dans d'autres langages de programmation comme Python, Java, C, C++, n'hésitez pas à contacter Piniosis Center. Je vous dis, on se voit dans la prochaine section où nous allons voir le niveau des tests au niveau des tests d'intégration. À bientôt.